Ce lundi 29 janvier 2018, à la cour d'assises de Haute-Corse, la tension est palpable. Cette femme, dans le box des accusés, s'appelle Colette Vanni. Elle est accusée d'avoir tué son fiancé, Yves Louis. Un crime terrible qu'elle aurait perpétré avec l'aide de son amant présumé, un certain Jean Meilly. Tout de suite, on sent que l'atmosphère est pesante parce que la famille Louis, bien évidemment, c'est légitime, est là pour avoir des réponses. Là, je savais qu'on allait rentrer dans le vif du sujet et j'en attendais beaucoup de ce procès. Pour les proches de la victime, tout accable les deux accusés. Il n'y a que des mensonges dans la bouche de ces deux-là. Ils n'ont pas cessé de mentir du début jusqu'à la fin. Ce sont des coupables idéaux. Pourtant, les deux accusés clament leur innocence et à la stupeur des parties civiles, la justice pourrait bien leur donner raison. L'avocat général va venir dire il faut les acquitter. J'ai pris une grosse claque, je sais pas quoi, ça me dépasse. Après tout ce que j'ai vécu, je ne l'accepte pas. C'est incompréhensible. Ça me donne envie de vomir. Acquitté? Là, c'est se foutre de la gueule du monde. Là, c'est nous prendre vraiment pour des cons. Non, 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 non. Alors, les deux accusés seraient-ils aussi innocents qu'ils le prétendent? Et si oui, qui a tué Yves Louis? C'est une histoire totalement surréaliste que nous allons vous raconter ce soir. On l'a quand même abattu d'un coup de fusil dans la nuque. Et on l'a jeté comme si c'était un sac poubelle. C'est dégueulasse. Et ça puait le mensonge, oui. Ça puait le mensonge. Parce que mon frère, il pouvait pas partir avec une autre femme, c'est pas possible. Je le connais, mon frère. On se fait manipuler, quoi. Puisqu'elle ment, elle est coupable. Mais ils n'ont rien. Ils n'ont que des présomptions. Pourquoi autant de mensonges s'ils n'ont rien fait? Tout commence à l'aéroport de Bastia. Ce lundi 17 novembre 2014, Nicolas Louis arrive précipitamment en Corse, car Yves, son père, qui vit sur l'île de Beauté, se serait comme volatilisé. J'arrive tout stressé, bien sûr. Je suis inquiet de suite, j'ai dit qu'est-ce que c'est cette histoire, quoi. Surtout que j'avais essayé de le contacter et j'étais tombé directement sur sa messagerie. Je me dis, il y a quelque chose, il y a un truc qui va pas, quoi. Nicolas se demande pourquoi son père aurait disparu. Et on a un homme qui vient pour chercher son père. Il arrive avec cette inquiétude, cette boule au ventre. C'est Colette Vanni, la compagne de son père, qui l'a prévenue. Et ce qu'elle va lui raconter sur les circonstances de la disparition d'Yves Louis ne va pas le rassurer, loin de là. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me raconte des choses incroyables. Ce que Colette raconte à Nicolas s'est passé 4 jours plus tôt, le jeudi 14 novembre. Elle lui explique qu'elle est partie le matin aux alentours de 10h, 10h30 du village de Cambia pour visiter sa mère malade qui habite à un peu plus d'une heure de route. Et elle passe une partie de la journée, donc, à s'occuper de sa maman. Seulement, lorsque Colette Vanni revient chez elle à la nuit tombante, Yves, son compagnon, n'est pas là, et cela l'inquiète. Elle découvre une maison qui est éteinte, une maison qui est fermée, les 2 voitures de M. Louis garées devant la propriété. Elle pénètre dans la maison. Elle appelle son compagnon. Yves! Il ne répond pas. Elle lui explique qu'elle n'arrive pas non plus à le joindre au téléphone. Elle est arrivée et mon père a disparu. Mais pour Nicolas, qui écoute Colette, le plus surprenant reste à venir. Elle va expliquer à Nicolas que 2 jours après, elle a croisé un C15. C'est une petite fourgonnette, un C15 de couleur verte. Mon père était côté passager et c'était une femme qui était au volant. Au volant, une somptueuse jeune femme, blonde, et à côté, elle est persuadée d'avoir reconnu son compagnon. Et ce n'est pas tout. Quelques instants plus tard, Colette Vanni aurait reçu un SMS pour le moins troublant.
Un SMS va être envoyé à Madame Vagne d'un numéro de téléphone qu'elle ne connaît pas. Et ce SMS est le suivant. Tu as compris, laisse-le. Elle dira qu'elle va essayer de rappeler, mais que personne ne répondra. Colette en est persuadée. Son compagnon l'a soudainement quittée pour une autre. Et ce SMS ne peut être écrit que par la blonde qu'elle vient de croiser et qui lui envoie ce SMS, en gros, maintenant il est à moi, fous-nous la paix. Ce SMS vient conforter Colette dans son idée que Yves est peut-être parti avec une autre, mais qu'en tout cas, il est parti de son propre chef. Mon père était parti avec une autre femme. Je me pose beaucoup de questions. Évidemment, j'ai trouvé ça bizarre. Si pour le fils d'Yves, ce que raconte Colette est intriguant, ça l'est également pour le reste de la famille Louis. Donc j'ai appris la disparition de mon père par Colette, sa compagne, qui m'appelle, qui me dit « Il est parti avec quelqu'un ». Comment ça, il est parti avec quelqu'un? Je sais qu'il est parti avec une autre. Et me raccroche. Sans plus d'explication. Ton frère est parti avec une fille, dans une voiture, il est parti, mais tu veux qu'il aille où? Dès le départ, il y a un truc bizarre, parce que mon frère, c'est pas le type qui soit parti comme ça. Hein. Nicolas et Véronique, les enfants d'Yves, ont bien du mal à imaginer que leur père soit parti pour une autre, sans même les en avertir. On avait une relation très rare entre un père et un fils, quoi. Parce que je pourrais dire que c'était aussi mon meilleur ami. En plus d'être mon papa, j'avais la chance qu'il m'aime, quoi, vraiment, et qu'il soit proche de moi. Mon père, il me l'aurait dit déjà s'il avait eu un autre coup de cœur pour une autre femme. S'il y avait eu une autre femme, il m'aurait dit « Ah, il y a une petite là qui me plaît bien. » Mais on aurait été au courant, on aurait été prévenus. Donc c'est bizarre. Bizarre, en effet. D'autant que Colette Vanny et Yves Louis semblaient vivre un véritable conte de fées qui est né il y a plus de 50 ans. Monsieur Louis va faire la connaissance de Colette alors qu'il était enfant. Il avait l'habitude de venir passer les vacances dans un village dont est originaire Madame Vanne. Il va faire la rencontre de cette petite fille dont il ressortira du dossier que c'était son premier amour. Chacun a fait sa vie. Lui s'est marié, a eu 2 enfants et puis s'est séparé. Seulement Yves Louis n'a jamais oublié la fillette un peu sauvage d'1 an, son aîné, avec qui il passait ses vacances. Alors au moment de sa retraite, ce négociant en vin n'a qu'une idée en tête, retourner sur l'île de Beauté pour retrouver son amour d'enfance. Il me dit je cherche une Colette, j'ai connu une petite Colette quand j'étais jeune, avec qui j'ai eu un petit flirt, et j'aimerais bien la retrouver. Avec son fils, Yves Louis va arpenter les rues du petit village où vivait Colette. Et là, miracle. On rencontre des habitants et mon père parle de Colette. Et la personne lui dit Colette, je la connais. Et il ira jusqu'à laisser une carte sur laquelle se trouvent ses coordonnées. Colette l'a rappelé. Et c'est allé très vite. Oh, c'était ma Colette. Tu verrais, elle est toute jolie, elle est toute menue, voilà. On a envie de s'occuper d'elle. Elle est gentille, voilà, ma Colette, sa Colette. Il était bien. Il était heureux, épanoui, il était comblé. Et j'avais retrouvé une joie de vivre chez mon père que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il était comme un jeune, quoi. C'était un truc de fou, quoi. En 2013, les 2 tourtereaux s'installent dans cette maison isolée de Cambia, tout près du village natal de Colette. Et là, le couple a des projets d'avenir. Il allait se marier avec Colette. Monsieur Yves Louis l'a dit à tout le monde. Monsieur Yves Louis en est fait une joie de dire haut et fort qu'il allait se marier. Alors, forcément, tous ses proches s'interrogent. Pourquoi le futur marié se serait-il volatilisé avec une autre femme?
C'est incompréhensible, quoi. Un départ volontaire n'était pas du tout crédible. Et dans un deuxième temps, il y avait ce projet de se marier. Et ça puait le mensonge, oui. Ça puait le mensonge. Parce que mon frère, il ne pouvait pas partir avec une autre femme, c'est pas possible. Je le connais, mon frère. De toute évidence, quelque chose ne va pas dans cette histoire. Et la famille du disparu n'est pas au bout de ses surprises. En effet, alors que tout le monde est profondément bouleversé par la disparition d'Yves Louis, sa fiancée, elle, va adopter un comportement déconcertant. Elle n'a pas l'air plus inquiète que ça. Je l'ai trouvée pas inquiète du tout. Voilà. Je l'ai trouvée froide. J'ai pas eu l'impression qu'elle regrettait son futur mari. Et on ne cherche pas. C'est formidable. Sa femme ne le cherche pas. Pire, alors qu'Yves ne donne plus de nouvelles depuis seulement 5 jours, Colette s'apprête déjà à abandonner la petite maison qu'il louait. J'ai eu Colette dans la journée, qui était essoufflée. Je lui ai dit, mais pourquoi elle est essoufflée? J'ai dit, ça va? Elle me dit, oui, oui, je déménage. Je ramène mes meubles chez moi. J'ai dit, mais comment ça, tu ramènes tes meubles chez toi? Je lui ai dit, cherche mon père. Cherche papa. Mon père était même pas déclaré disparu, ou à peine disparu, qu'elle a dit ouais, bon, je suis en train de déménager les affaires. Elle avait demandé à EDF de couper le courant alors que j'étais présent chez mon père. J'ai dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas normal, quoi. Elle est pas... Enfin, c'est pas une réaction normale de compagne, quoi. Aux yeux des proches, Colette Vanni paraît plus que suspecte. Et comme si cela ne suffisait pas, en fouillant le domicile du couple, Nicolas va être interpellé par un petit détail. J'étais surpris de voir ses lunettes qui mettaient pour lire au bord sur la poutre de la cheminée. Il est parti sans son portefeuille, sans ses papiers, sans ses affaires. Bref, il n'y a rien qui colle. Il n'y a rien qui colle. Alors, Colette Vanni aurait-elle quelque chose à se reprocher? Pour Nicolas, le fils du disparu, c'en est trop. Exaspéré et mort d'angoisse, il décide de confier ses doutes aux gendarmes. Je soupçonne Colette de me mentir, tout simplement. De me mentir, de me mentir et de me prendre pour un con, quoi. Je suis allé voir les gendarmes pour dire que j'en pouvais plus, quoi. J'étais ulcéré, quoi. Je voulais conter le récit de cette histoire qui est abracadabrantesque et que je trouvais complètement délirante. À la gendarmerie de Pontelicia, les enquêteurs prennent les soupçons de Nicolas très au sérieux. D'autant que leurs premières investigations le prouvent. Effectivement, la thèse d'un départ avancée par Colette ne tiendrait pas la route. On va faire des recherches sur ces cases, on n'en trouvera jamais. On va faire des recherches sur la blonde, on ne la trouvera pas. Il n'y a aucun signe de vie de monsieur Yves Louis. Son téléphone n'est plus actif depuis la fin de journée du 13 novembre. On voit qu'il ne retire pas d'argent sur ses comptes qui sont pourtant alimentés. Les gendarmes sont cartésiens, si vous voulez. À partir du moment où ils ne dépensent pas d'argent, que son téléphone ne fonctionne pas, ils considèrent qu'il s'agit d'une disparition inquiétante. Et ce n'est pas tout. Yves Louis serait peut-être même parti contre son gré. Les gendarmes vont venir perquisitionner le domicile d'Yves Louis et ils vérifient également les alentours de la maison. Ils ont trouvé l'ordinateur de monsieur Louis dans un buisson cassé. Le fait de trouver cet ordinateur endommagé non loin de la maison va orienter les enquêteurs vers une piste criminelle. Face à ces indices indéniables, Nicolas réalise qu'il ne reverra peut-être plus jamais son père. Et on retrouve cet ordinateur et là j'explose. Là j'ai en fait senti qu'il est arrivé quelque chose de grave. Et là ça a été ma première, voilà, j'ai eu vraiment l'impression, là c'est grave. Là il n'est pas parti là. Fort de leur première constatation, les gendarmes décident de convoquer la compagne d'Yves Louis pour qu'elle s'explique. Et ils ne vont pas être déçus.
Pontelicia, une semaine après la disparition d'Yves Louis. C'est une femme écœurée et très en colère qui se présente devant les enquêteurs. Interrogée, Colette réfute toute implication. Ça veut dire qu'elle n'a strictement rien à voir dans la disparition d'Yves Louis. Elle est étrangère à tout ça. La fiancée va raconter une histoire diamétralement opposée à celle de la famille. En réalité, la magie des retrouvailles avec Yves n'était plus qu'un lointain souvenir. Et dernièrement, son couple avait même pris du plomb dans l'aile. Elle va nous expliquer, enfin leur expliquer, que son compagnon est rentré de Perpignan, où il avait passé une quinzaine de jours pour voir sa famille, et qu'à son retour, il a changé du tout au tout. Il ne serait plus amoureux, qu'il serait en permanence agressif. Il buvait des fois plus que de raison. Elle expliquera qu'après, il devenait une loque. Il était un peu comme une épave. Voici ce que Colette déclare aux gendarmes. Comme il buvait, il pouvait être bien quelques jours. Puis après, il disjonctait. Elle dit qu'il est bipolaire. Par moment, il veut se marier et quelques jours après, il veut la quitter. Et à entendre Colette, ces derniers temps, c'était plutôt l'envie de partir qui animait Yves. Elle explique qu'il allait notamment sur des sites pornographiques. Elle le soupçonne d'avoir des aventures. Durant ses absences, Colette dira aux gendarmes qu'Yves Louis la trompait avec d'autres femmes à qui il donnait des rendez-vous. C'est une femme qui souffre, une femme jalouse qui est persuadée d'être trompée. Elle se présente en tout cas comme une femme abandonnée, humiliée. Elle n'est par conséquent pas étonnée qu'il ait quitté le domicile entre guillemets conjugal. D'ailleurs, pour prouver sa bonne foi, la femme bafouée montre les nombreux SMS qu'elle a envoyés à Yves depuis sa disparition. Je n'arrive pas à te joindre. Rappelle-moi, je m'inquiète. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Ça fait 3 nuits que je ne dors pas. Je suis très inquiète. Si tu es heureux, tant mieux pour toi. Juste un mot, s'il te plaît. Et puis enfin, elle va présenter aux gendarmes le fameux SMS où il est écrit « Tout a compris, laisse-le », qui serait un SMS écrit par sa rivale. Les gendarmes s'interrogent, d'autant que les accusations de Colette vont faire sursauter les proches d'Yves. Donc mon père est alcoolique, bipolaire, qui la maltraite, enfin bon, on va où là? Et puis... Mon père, c'était quelqu'un d'un grand homme, quoi. C'était pas une loque. Elle le piétine, cette femme, quoi. C'était pas une femme amoureuse. Hein. Je suis désolée. Lui, c'est sa Colette, elle est merveilleuse. Je ne vois que par elle. Je l'aime. Et elle, surtout quand il a disparu, elle le dénigre. C'est incompréhensible. Mais la fiancée d'Yves Louis n'en démord pas. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Révoltée par les accusations de la famille, voici le message qu'elle laisse à son gendre après son audition devant les gendarmes. Oui, Nicolas, voilà, j'ai été à la gendarmerie. Et maintenant, si tu veux m'accuser, accuse-moi comme j'ai dit aux gendarmes, mettez-moi les menottes et embarquez-moi si vous croyez que c'est moi. Mais moi, je ne m'adresse plus la parole. Elle s'est mise en colère en me disant qu'elle n'y est pour rien. Celle-ci va s'énerver, clairement, en lui disant « mais tu me soupçonnes » et ça va générer et engendrer de certaines tensions entre les deux. Seulement les enquêteurs vont découvrir un élément qui prouverait que Colette ne peut pas être impliquée dans la disparition de son compagnon. Un élément indiscutable, celui-ci. Les gendarmes travaillent sur la téléphonie de tout ce qui entoure la disparition d'Yves Louis. Et ce jeudi 13 novembre, Yves Louis a utilisé son téléphone portable à 15h05. Son téléphone s'arrêtera d'émettre à 17h40.
C'est forcément durant ce laps de temps assez long que Yves-Louis disparaît. Or, dans cet intervalle, on le sait, Colette est à Bastia auprès de sa maman. Elle n'est pas là. Elle ne se rendra à Cambia que très tard, aux alentours de 21 ou 22 heures, c'est ce que nous révélera la téléphonie. Donc c'est ce qu'on appelle un alibi. Elle a un alibi, elle était auprès de sa maman à 1 heure de route. Colette Vanny semble donc au-dessus de tout soupçon. Alors que s'est-il passé ce fameux 13 novembre 2014 ? Voilà bientôt 10 jours qu'Yves Louis a disparu et toujours aucune réponse à cette question. Pour sa famille, l'attente commence à devenir insupportable. Où est mon père, quoi? Il est où, mon père? Là, les jours, ils passent, là. Je vais vous dire que ça va, ça monte en puissance, en fait. Je le disais aux gendarmes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Laissez-nous faire, laissez-nous faire. Et les efforts des gendarmes vont finir par payer. Car ils vont faire une découverte capitale pour la suite de l'enquête. Les gendarmes vont effectuer une enquête de voisinage. Ils vont s'apercevoir d'un élément troublant. Ils découvrent que ce jeudi 13 novembre, Yves Louis n'était pas tout seul. Mais il n'était pas avec une femme. Il était avec un homme. Cet homme, le voici. Il s'appelle Jean Meilly. C'est un Bastiais de 61 ans. Jean Meilly, c'est un ami à l'origine, c'est un ami de Colette. Et il s'est lié d'amitié avec Yves Louis. Il est un peu mécanicien sur les bateaux, sur les voitures, pour compenser une petite retraite de marin-pêcheur. Selon les voisins, Jean Meilly serait la dernière personne à avoir vu Yves Louis en chair et en os. Et ce n'est pas tout. A priori, ce jour-là, les deux hommes avaient prévu d'aller ensemble à la chasse aux pigeons. D'après ce qu'on comprend, il était question d'aller chasser. Les deux hommes devaient partir à la chasse, il y en a un qui a disparu. Et si c'était un accident, par exemple? Ils vont à la chasse aux pigeons, poum, ça part, le coup part tout seul. Une chose est sûre, pour les enquêteurs, cela pourrait bien expliquer l'étrange disparition d'Yves Louis. Aussitôt, l'ancien marin-pêcheur est interrogé. Monsieur Meilly explique aux gendarmes qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Monsieur Louis, ni de près ni de loin, qu'il appréciait cet homme et qu'il ne lui voulait aucun mal. Jean Meilly reconnaît sans difficulté que le jeudi 13 novembre, il est bien venu voir Yves. Et lui aussi va livrer aux gendarmes une histoire surprenante. Le jeudi 13 novembre, au matin, monsieur Jean-Marie Meilly vient rendre visite à monsieur Louis. Madame Vanny va quitter les deux hommes vers 11h et les deux hommes vont déjeuner ensemble. Il a déjeuné avec Yves Louis en l'absence de Colette, puisqu'on le sait maintenant, elle était chez sa maman. Après le repas, Yves Louis et Jean Meilly devaient partir chasser. Sauf que d'après Jean Meilly, au dernier moment, Yves aurait changé d'avis. Yves Louis explique à Jean Meilly qu'il est un petit peu fatigué et qu'il ne se sent pas d'aller à la chasse et que de toute façon, il a une course à faire. Yves Louis part en disant « je reviens tout de suite ». C'est alors que Jean Meilly aurait assisté à une scène étonnante. Apparemment, un C15 serait venu aux abords de la maison. Monsieur Louis est parti. Il explique qu'il est monté dans ce C15. Vers 14h30, quelqu'un est passé le chercher. Il quitte donc la maison, abandonnant Jean Meilly sur place. Non seulement Yves Louis aurait laissé son ami en plan, mais selon Jean Meilly, il ne serait jamais revenu. Monsieur Meilly part à la chasse et à son retour, Yves Louis n'est pas là. Il explique qu'il est ensuite allé aux alentours de la maison et que, ne voyant pas revenir Yves Louis, il décide alors, aux alentours de 17h30, de retourner sur la région bastiaise. La version livrée par Jean Meilly semble confirmer celle de Colette.
Seulement voilà, les gendarmes n'y croient pas un instant. Et ils ne sont pas les seuls à trouver ces déclarations grotesques. J'ai mon père à la chasse. La pêche, les champignons, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais la chasse, ça m'étonne. Il déteste la chasse et jamais, au grand jamais, il se serait lancé à accepter une invitation à une partie de chasse. Et puis, alors qu'il l'attend pendant plus de 3 heures, les gendarmes découvrent que Jean Meilly ne semble pas s'être inquiété de l'absence de son ami. Pendant ce laps de temps, il ne cherche pas à joindre Yves Louis. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on attend quelqu'un de 14h à 17h30, à tout le moins, on l'appelle. Moi, je t'invite chez moi, au milieu de la montagne. Tu acceptes, tu me vois partir et pas revenir, tu te poses pas de questions, quoi. Il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons, quoi. Alors résumons cette étrange affaire. Une mystérieuse disparition. Une fiancée et un ami qui soutiennent un départ aussi soudain qu'improbable. Les enquêteurs se demandent si Colette Vanny et Jean Meilly ne se seraient pas mis d'accord pour les orienter vers une fausse piste. Et c'est en épluchant plus précisément la téléphonie qu'ils vont en avoir la certitude. Et là, ils vont découvrir quelque chose d'incroyable. Jean Meilly a menti. Et puis il n'a pas qu'un peu menti, il a menti sur toute la ligne. D'abord, Yves Louis n'est jamais parti faire de course. Monsieur Yves Louis a borné, comme on dit, à son domicile dans la région de Cambia pendant toute la journée jusqu'à ce que son téléphone s'arrête en fin d'après-midi aux alentours de 17h30. Et puis, les gendarmes vont faire une découverte fracassante et très instructive pour la suite de l'enquête. Jean Meilly serait resté plus longtemps qu'il ne le dit dans la maison de son ami. Il n'est pas reparti à 17h30 pour Bastia. Le téléphone de Monsieur Meilly borne à Cambia le soir du 13 novembre. Il borne à Cambia, mais il borne à Cambia toute la journée, mais également toute la nuit. Il a passé la nuit à Cambia avec Colette. Pour les enquêteurs, la piste d'un drame passionnel se dessine tout doucement, car si Jean Meilly a menti, il ne serait pas le seul. Colette, jusqu'à présent, elle avait toujours affirmé que lorsqu'elle était arrivée de Bastia ce soir-là, la maison était vide. Alors, Colette a menti sur la présence de Jean ce jour-là. La conclusion est simple, tout le monde ment. Les enquêteurs envisagent sérieusement la piste d'une relation qui existerait entre Jean-Marie Meilly et Madame Vagne et qui aurait conduit à faire disparaître Monsieur Louis. Peut-être qu'ils ont organisé cette fameuse partie de chasse pour en finir avec mon père. L'hypothèse est d'autant plus séduisante qu'à y regarder de plus près, Colette et Jean seraient peut-être un peu plus que de simples amis. En scrutant la vie du marin-pêcheur, les gendarmes découvrent que Jean Meilly est en instance de divorce. Monsieur Meilly est marié depuis une vingtaine d'années avec son épouse et il a 2 enfants. Depuis un certain temps, ils ne vivent plus vraiment ensemble. À l'instar d'Yves, il y a un an, lui aussi a célébré ses retrouvailles avec Colette. Jean-Marie Meilly est quelqu'un que Madame Vagne a connu 30 ans auparavant parce qu'ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise. Ils travaillaient dans une grande surface, lui était magasinier, elle était secrétaire. À l'époque, on leur prête une relation. Ils se sont perdus de vue, puis ils se sont retrouvés. Et visiblement, depuis qu'ils ont renoué le contact, la compagne d'Yves et Jean Meilly ne se quittent plus d'une semelle. Colette a passé à peu près autant de coups de téléphone en direction de Jean Meilly qu'en direction de son compagnon. Une centaine d'appels, entre 80 et 100 appels. Donc, c'est pas une relation anodine. D'ailleurs, même Yves Louis avait bien remarqué que son ami lorgnait sur sa femme depuis quelque temps.
Lorsque Jean-May regarde Colette, il y a plus que de l'amitié. Il pense percevoir une affection encore amoureuse. Les yeux, les regards. Il avait bien compris que Colette ne laissait pas indifférent Jean-May. Alors, les présumés amants pourraient-ils être à l'origine de la disparition d'Yves Louis? C'est désormais en garde à vue que les deux suspects vont devoir s'expliquer. Gendarmerie de Ponte Leccia, le 26 novembre 2014. C'est d'abord Colette qui est entendue. Interrogée sur la présence de Jean Meilly à son domicile la fameuse nuit du 13 novembre, elle continue à nier avec un aplomb déconcertant. Mais confrontée à la téléphonie, la fiancée d'Yves Louis va craquer. Attendez, stop, voilà, j'ai quelque chose à vous dire, j'ai menti. Et Colette ne va pas se démonter pour autant. Colette, à propos des mensonges, va expliquer qu'elle n'a pas menti de son propre chef, mais à la demande de Jean-May. Colette va admettre que ce soir-là, lorsqu'elle est rentrée chez elle, la propriété n'était pas vide. Elle serait arrivée à Cambia, et là, elle tombe sur Jean-May. Il est dehors, il attend dehors, devant une voiture. Colette lui demande ce qu'il fout là, et lui répond qu'il attend Yves Louis, qui est parti faire une course et qui n'est jamais revenu. Madame Vagne, à ce moment-là, lui indique qu'il peut passer la nuit à son domicile en espérant le retour d'Yves. Ils ont dormi sous le même toit, mais pas dans le même lit, en tout bien, tout honneur. La fiancée d'Yves est formelle, Jean Meilly ne serait qu'un très bon ami. Et d'ailleurs, sur le coup, elle aurait cru sur parole à son histoire. Monsieur Jean-May, elle le connaît depuis plusieurs années. Ils ont grandi quasiment dans le même quartier. Elle croit ce que Monsieur May lui distille. Elle est crédule. Elle prend pour argent comptant les informations que lui donne Jean-May. Naïve, Colette Vanny explique que c'est à la demande de son ami Jean qu'elle a omis de signaler sa présence à Cambia cette nuit-là. Alors Jean-May ne veut pas qu'on sache qu'il était sur place. Elle se dit « je vais mentir parce que Jean me l'a demandé ». À ce moment-là, elle n'envisage pas une seule seconde que M. May ait pu faire quelque chose. Mais avec le recul, Colette en est persuadée. Jean Meilly l'aurait totalement manipulée. Voici ce qu'elle déclare. Je regrette. Je n'aurais pas dû mentir. Je n'ai rien combiné et je n'ai rien à me reprocher. Je me rends compte que j'ai été naïve et que j'ai fait confiance à Jean. Je m'aperçois maintenant qu'il a dû se passer quelque chose et que Jean doit savoir quelque chose. À entendre Colette, ce pourrait donc être Jean Meilly qui aurait fait disparaître son compagnon. Et la suite de l'enquête semble lui donner raison sur ce point. « 13 jours après la disparition d'Yves Louis, les gendarmes décident d'interpeller Jean Meilly à son domicile. Seulement le suspect numéro 1 leur réserve une surprise. Gendarmerie, ouvrez! Lorsque les gendarmes cherchent à interpeller M. May, celui-ci prend la fuite. Monsieur May, il s'enfuit, s'en va par la fenêtre. Et ce n'est que 2 jours plus tard, le 28 novembre, que l'homme va se présenter de lui-même à la gendarmerie. Immédiatement placé en garde à vue, devant les enquêteurs, Jean Meilly va faire des déclarations hallucinantes. Les enquêteurs vont lui demander « mais pourquoi vous êtes-vous enfui au moment où on est venu vous interpeller ?» Et voici ce que Jean Meilly va répondre. Je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai peur des gendarmes. J'ai toujours eu peur, même quand on m'arrêtait pour un simple contrôle. Il a une phobie de l'uniforme et par conséquent, il a préféré sauter par la fenêtre plutôt que de se laisser appréhender.
Confronté à tous ces mensonges, Jean Meilly n'en démord pas. Mettez-moi coupable de la disparition d'Yves, mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Je ne comprends pas. Ça va me revenir, mais là je ne sais pas. Il raconte n'importe quoi. Il a cette phrase absolument incroyable en disant « Écoutez, pour l'instant, ça ne me revient pas, mais si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. » En fait, bon, ça lui est parvenu. Hein. Ils se foutent des gendarmes, ils se foutent des enquêteurs. C'est nous prendre pour des imbéciles. C'est ça le pire. C'est en plus, on nous prend pour des cons. En attendant que la mémoire lui revienne, Jean Meilly est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est placé en détention provisoire. S'il est incontestable que l'homme est un menteur, pour l'instant, les gendarmes n'ont aucune preuve tangible de sa culpabilité. Clairement, l'élément qui justifie cette mise en examen et ce placement en détention, c'est le comportement de M. Meilly, les mensonges. À ce moment-là de l'enquête, là, les gendarmes sont bien incapables de livrer un scénario fondé. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et c'est une terrible découverte qui va faire avancer l'enquête. Le mardi 16 décembre 2014, un mois après la disparition d'Yves Louis, sous les yeux de son fils, les enquêteurs décident de passer au peigne fin les environs de son domicile de Cambia. Les gendarmes prennent l'initiative de faire appel à des chiens de la brigade cynophile qui permettent la découverte de cadavres. Et ils sont venus avec les coquers, ils ont commencé par faire le tour de la propriété et ils ont fait la forêt. Et là, à 200 mètres seulement de la maison, enfoui sous des branchages, les gendarmes vont découvrir le corps sans vie du retraité. J'étais avec le gendarme, j'ai dit quoi, c'est là qu'il est. J'ose même pas m'approcher parce que j'étais dans un état pas possible. C'est trop dur, là c'est trop dur. J'ai cru que j'allais mourir, quoi. J'ai pleuré, voilà, j'ai fait que ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Anéanti, le fils d'Yves alerte immédiatement le reste de la famille. Il me dit le chien a marqué. Ça veut dire qu'il a trouvé. Et il dit et c'est lui. Moi je m'effondre. Je suis au travail, je m'effondre. Mais pour les proches, c'est loin d'être le seul choc, car ce père de famille a été froidement exécuté. L'autopsie va révéler que M. Louis a été tué d'un coup de fusil dans la nuque. Abattu comme un chien, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? On l'a quand même abattu d'un coup de fusil dans la nuque. Et on l'a jeté au fond de la forêt comme si c'était un sac poubelle. C'est dégueulasse. J'ai perdu mon autre frère de mort naturelle, bon, c'est malheureux. Mes parents, de vieillesse, c'est malheureux. J'ai perdu des copains d'accident de voiture, j'ai perdu des copains à la guerre, c'est malheureux. Mais le fait d'être exécuté, c'est atroce. C'est atroce. Les gendarmes en sont désormais persuadés. Selon eux, et même s'ils refusent de l'avouer, ce serait Jean Meilly qui a conduit Yves dans le maquis avant de l'abattre. On n'a pas de traces au sol, on n'a pas de traînées, on n'a pas de mouvement dans le sous-bois. Non, il semblerait que Yves Louis ait été abattu sur place. Les enquêteurs pensent clairement que M. Meilly serait l'auteur de ce coup de fusil fatal pour M. Louis. Et il y a un dernier élément qui va finir de convaincre les gendarmes. Deux jours plus tard, le propre cousin de Jean Meilly demande à parler aux enquêteurs.
Le cousin de Jean May se présente à la gendarmerie quelques jours plus tard et il a sous le bras un fusil de chasse. Un fusil que M. May lui avait vendu il y a très peu de temps. Seulement voilà, depuis qu'il a appris par la presse locale que Jean May était soupçonné d'un meurtre, le cousin s'inquiète. Il se dit qu'il y a quelque chose de particulièrement suspect dans le fait d'avoir acquis ce fusil. Il a imaginé que c'était peut-être l'arme du crime et donc il a immédiatement été voir les gendarmes. Et en examinant cette arme tombée du ciel, l'expert en balistique va lui donner raison. C'est qu'une arme dont le calibre pourrait correspondre à celui qui a abattu Louis. Donc en gros, ça veut dire je me débarrasse de l'arme du crime. En tout cas, ça peut être interprété comme ça. Tout semble accabler Jean May. L'affaire aurait pu en rester là, mais les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que Colette n'aurait pas tout dit. Elle pourrait même être impliquée. Et c'est encore une fois la téléphonie qui va mettre la puce à l'oreille des enquêteurs. En analysant le téléphone portable de Colette, les gendarmes découvrent qu'elle a effacé tout son agenda d'appel du fameux jour qui nous intéresse, c'est-à-dire le 13 novembre. La téléphonie, c'est le seul élément qui ne ment pas dans cette affaire. Et ce n'est pas tout. Selon les enquêteurs, Colette Vanny et Jean May auraient mis en place ensemble un incroyable stratagème pour faire croire au départ volontaire d'Yves Louis. Souvenez-vous, 2 jours après la disparition du retraité, Colette va prétendre qu'elle l'a croisé avec une autre femme au volant. Elle dit qu'elle a reçu un SMS. Le fameux « tu as compris, laisse-le ». Or, les gendarmes vont mettre un nom sur l'auteur de ce troublant message. Cet appel, il vient pas de nulle part, donc les gendarmes ont tracé cet appel. Mais on va découvrir que ce message a été émis d'un téléphone qu'on appelle un TOC, un téléphone occulte qui a été acheté uniquement à cette fin. L'heureux acheteur de ce téléphone n'est d'autre que Jean May. La blonde qui lui envoie ce SMS, c'est faux. Là, on a la preuve que c'est Jean May qui a envoyé ce SMS. À qui? À Colette. Mais pour les gendarmes, il y a encore plus étrange. Quand Colette croise le C15, le premier réflexe qu'elle aurait dû avoir, c'est d'appeler Yves Louis, qui était dans le C15. Eh bien, pas du tout. Elle va appeler Jean May. Donc, il vient d'envoyer le SMS et elle l'appelle. C'est quand même étonnant, non? Les enquêteurs en sont convaincus. Il s'agirait donc là d'une mise en scène pour maquiller le crime d'Yves Louis. La fiancée crédule et manipulée par Jean May pourrait en fait être sa complice. Ce que l'on peut envisager, c'est que ce C15 verre bouteille n'a jamais existé. L'histoire du SMS, on sait que c'est un mensonge. L'histoire du faux départ, on sait que c'est un mensonge. Il n'y a que des mensonges dans la bouche de Colette. Elle n'a cessé de mentir du début jusqu'à la fin. On se fait manipuler, quoi. Elle m'a dénigré mon père. Elle a continué à oser mentir, même devant les gendarmes, même devant les preuves. Quand je vois ça, je ne peux que constater à quel point c'est machiavélique, quoi. C'est diabolique. Jean May ne m'a pas fait vivre le calvaire que Colette m'a fait vivre. Mais ce qui fait la différence entre lui et elle, c'est que lui, il ne m'a pas fait ce cinéma pour me faire croire que mon père était vivant. Le 30 novembre 2015, après 3 ans d'enquête, Jean May et Colette Vanny sont mis en examen pour le meurtre d'Yves Louis. Les proches de la victime ne le savent pas encore, mais ils sont loin d'être au bout de leur désillusion. Car l'affaire, déjà peu banale, va connaître un incroyable épilogue. Le 29 janvier 2018, c'est un procès très attendu qui s'ouvre devant la cour d'assises de Bastia.
Incarcérés depuis 3 ans, le destin de Colette Vanni et Jean Meilly semble scellé. Les mensonges répétés, la téléphonie, le comportement des principaux intéressés. Ah, pour moi, c'était indéniable qu'il y avait, oui, il y avait des biscuits, il y avait plus de doute, quoi. Il y a matière à pouvoir condamner dans ce dossier, je pense, fortement. Seulement, ce n'est pas le faux SMS échangé entre les deux amis qui va permettre d'y voir plus clair. Colette dit que ce SMS a été envoyé à l'initiative de Jean. Jean dit que Colette lui a demandé d'envoyer ce SMS. Ils sont renvoyés la balle de l'un à l'autre. Hein. C'est pas moi, c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. On ne parvient plus à démêler le vrai du faux. Les deux accusés campent sur leur position. Ils n'ont pas tué Yves Louis. Et au fil des audiences, leurs avocats vont démonter point par point les lourdes charges qui pèsent sur leurs épaules. On ne comprendrait pas pourquoi M. Meilly, qui jusqu'à ses 60 ans a vécu sans faire parler de lui, aurait assassiné M. Louis. Incontestablement, il n'y a pas de preuve qu'il a une relation avec Colette. Il n'y a pas de mobile. Monsieur Meilly, il n'a jamais eu le moindre conflit avec Monsieur Yves Louis. Il y a juste un comportement et à mon sens, ça ne suffit pas pour faire condamner quelqu'un. Mais surtout, appelé à la barre, c'est un expert qui va faire basculer le procès. L'expert en balistique. Cet expert qui, dans son rapport, disait que le fusil vendu par Jean pouvait très bien être l'arme du crime, cet expert est venu à l'audience dire finalement que ce n'était pas si clair que ça. À savoir que ce fusil n'est pas le fusil qui a permis de tuer M. Yves Louis. Et ça, c'est un coup de tonnerre dans le dossier. Tout s'écroule. Pas d'aveu, pas de mobile et pas d'armes. Alors après 5 jours d'audience, au bénéfice du doute, les jurés vont prendre une décision rare et délicate. Ils ont acquitté purement et simplement les deux. Pour condamner, il faut savoir pourquoi, comment et quand. Et on a répondu, à ma connaissance, à aucune de ces questions. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Lorsque le président donne le verdict, bien évidemment, c'est une explosion de joie contenue tout de même par la famille de M. Meilly, un soulagement d'une accusation insupportable. En revanche, du côté des proches d'Yves Louis, c'est le coup de grâce. Malheureusement pour la famille de M. Louis, ce procès n'a pas apporté de réponse sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui ils sont privés d'un père et d'un frère. Le verdict a été pour moi le coup de poignard final de ma souffrance. C'est une terrible souffrance pour moi, pour tout ce qu'on a vécu depuis tout ce qu'on attend. Pour moi, c'était au moins 15 ans. À quitter. De toute façon, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me donne envie de vomir. Si aujourd'hui Colette Vanni et Jean Meilly sont reconnus innocents, le parquet a fait appel de cette décision. Ils seront donc bientôt rejugés à l'occasion d'un second procès. Pourquoi autant de mensonges s'ils n'ont rien fait? Je crois qu'on ne saura jamais la vérité. Mais la justice, il faut qu'elle soit faite. Ça ne peut pas rester comme ça.